Bonjour et bonsoir chers amis qui allez me suivre tout de suite. Moi c'est l'aigle de Kolwezi, Sayambo, Sakaban Sanchim, le fils légitime de Sambaz et de Nambaz. Aujourd'hui c'est mardi le 17 mai 2022. Je reviens encore pour commenter sur l'actualité et ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo ou bien en République à démocratiser du Congo. Oui, je vous salue comme je vous ai dit, comme le dit mon titre là-bas, réconciliation katangaise ou bien réconciliation Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Je reprends encore le titre qui est là. À la une, il y a une séance de la réconciliation katangaise, selon le titre, selon les affiches, ce qu'on est en train de nous montrer. Ils ont déjà commencé cela à Lubumbashi aujourd'hui. Alors, nous nous posons des questions en tant que des intellectuels, car nous, on nous a appris à raisonner, à ne pas croire tout ce qu'on vous dit, à tourner et retourner. Tout événement, chaque scène, se poser des questions afin de comprendre ce qui est en train de se passer, soit au pays ou bien en dehors de votre pays, mais des histoires qui sont en connexion avec le Congo, comme c'est le Congo qui nous intéresse en général, et particulièrement le coin qui s'appelle Katanga. Nous cesserons de marteler sur cela pour essayer de prévenir les choses, afin que ce qu'on est en train de planifier de ce coin-là ne puisse pas arriver. Nous voulons éviter beaucoup de choses. Nous sommes de cœur avec les Congolais des zones, les parties qui sont touchées par l'insécurité, spécialement dans l'est du Congo, et particulièrement du côté de l'Ituri, le Nord Kivu et consorts. Et aujourd'hui, sans oublier, je voulais dire, la partie qu'on appelle Katanga, qui est en ébullition aujourd'hui, bien qu'on ne veuille pas nous le dire clairement. Le Katanga est aussi dans des troubles. Et c'est le système de Chilombo qui est venu amener cette histoire dans une province qui était calme, là où les gens songeaient à régler certains problèmes. Ils sont venus nous ajouter un autre problème avec un exode massif de Kassaïens qui a duré 2 ans et demi au moins. C'est ce qui nous fait dire, nous n'allons pas oublier de vous rappeler l'une des solutions du côté du Katanga, c'est le retour pur et simple des Kassaïens au Kasaï et mettre en place des projets de reconstruction, développement du Kasaï, car c'est leur terre ancestrale. Ils ont un chez eux, les Katangais ont un chez eux aussi. Ne confondez pas le Katanga ou bien le Congo en général avec le Canada ou bien les États-Unis d'Amérique ou bien l'Australie. Car ces trois-là que je viens de mentionner, Australie, États-Unis, Canada, ce sont des pays d'immigration. C'est-à-dire, la majorité des gens qui habitent là-bas, la forme qu'on a donnée à l'Australie aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique et au Canada, ce n'est pas la forme traditionnelle. Ce sont des pays qui avaient été envahis dans le passé par les Bakuyakuya, Bakwerekwere. Ils se sont imposés, ils ont dominé les autochtones, qui sont les peaux-rouges, les aborigènes. Ils se sont imposés, ils ont effacé leur culture, ils ont pris leur terre et ils ont créé des formes, bien formes de gouvernance que nous connaissons aujourd'hui, ce sont les Occidentaux. Et comme
eux-mêmes, qui ont commencé à dominer ces 3 pays-là, ne sont pas originaires de là. Alors, de facto, leur système politique et leur système de gestion, leur système de contrôle des masses, donc, tombe dans la catégorie des pays d'immigration. Le système actuel au Canada, aux États-Unis et en Australie, c'est un système de pays d'immigration. Car le boss lui-même là-bas, qui a amené sa culture occidentale, n'est pas originaire de là. Il a bouleversé tout et il a fait de ces 3 pays-là les pays d'immigration. C'est-à-dire, on peut aller en Australie, on peut te prendre au milieu là-bas, tu peux aller aux États-Unis, tu t'ajoutes là-bas, tu deviens américain au milieu là-bas, sans culture, sans quoi, tu es allé là-bas à la recherche d'une vie meilleure. Ne confondez pas ça. Si vous êtes bien informé, on vous dira quoi? Le Canada, les États-Unis d'Amérique, l'Australie et d'autres pays, bien sûr. Mais surtout les États-Unis d'Amérique. Le Canada, l'Australie, suivez. Comment est-ce qu'on va fabriquer ces pays-là? Ce sont les terrains de football, les terrains de business. Eux, ce qui importe, c'est les affaires. Ils n'ont pas de culture propre, ils n'ont pas de tradition propre. Car eux-mêmes sont venus des autres pays, autres mondes. Ils sont venus, c'est pour cela que ça s'appelle Nouveau Monde. Ils ont quitté leur monde là-bas, là où ils étaient avec leurs ancêtres. Ils ont traversé l'océan. Ils ont commis des crimes, ils ont fait beaucoup d'histoires bonnes et mauvaises à la fois pour créer un nouveau monde aujourd'hui. Par tradition, on appelle les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'Australie les pays d'immigration. Il ne faut pas confondre. Mais le Congo démocratique, ce n'est pas un pays d'immigration. C'est un pays traditionnel. Chacun a sa langue, ses terres, sa tradition, ou bien ses traditions, c'est ça. Ne nous dites pas, non, les Américains se promènent, non, dit, nous ne sommes pas, le Congo, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas de tradition. Donc, comment est-ce que je peux dire? Ce ne sont pas les pays de tradition. Les Américains, ils ont créé une nouvelle tradition, la tradition américaine. Et la tradition américaine, c'est quoi? C'est un pot pourri. C'est comme une grande marmite, là où se trouvent les blancs, les noirs, les métis, les peaux rouges, les peaux jaunes, tout le monde. En dehors de l'anglais qui a dominé, il y a ceux qui parlent espagnol, tu peux venir avec ta langue, ta nourriture, chacun mange selon sa tradition, c'est comme ça. C'est un pot pourri. Nous sommes tous unis autour d'un idéal. Chercher une vie meilleure. C'est ça la tradition en Australie, Canada et États-Unis. Nous sommes tous à la recherche d'une bonne vie, d'une vie meilleure, de la justice. Et c'est d'ailleurs la raison qui a poussé certaines personnes à quitter leurs terres originales ou bien originaires, traverser l'océan, mourir même comme les Congolais sont en train de mourir et beaucoup d'Africains, en traversant les mers et les océans pour aller chercher une bonne vie. Vous n'êtes pas les premiers à commencer ça. Les Blancs ont fait ça. Ils sont morts en masse pour venir, pour aller à des endroits que vous appelez aujourd'hui États-Unis d'Amérique, Canada, Australie, pour ne citer que ces 3-là. Ils fuyaient aussi la misère, la dictature, beaucoup de crimes chez eux, dans leur pays, le pays de leurs ancêtres. Vous comprenez? C'est ça la raison qui a poussé la majorité de ces Occidentaux-là à fuir. Ils ne pouvaient pas prier aisément, ils ne pouvaient pas parler. C'était la période des rois fainéants, partout. Comme au Congo aujourd'hui, nous avons la période des présidents fainéants. Tu essaies d'ouvrir la bouche, en air. On te visite à la maison, on te tabasse par les wewa, tout ça. C'était comme ça. Dans l'ancienne Angleterre, c'est ce qui a causé beaucoup de fuites de cerveau. Ils ont commencé à fuir. Ils travaillaient, ils payaient les impôts, ils n'avaient pas droit à la parole, ils n'avaient droit à rien. Ainsi, ils ont décidé de fuir pour venir créer un pays qui, plus tard, est devenu par la magie de Dieu,
les États-Unis d'Amérique, une très grande puissance. Les autres sont allés dans le Grand Nord pour faire le Canada. L'Australie a son histoire propre. L'Australie, c'est un pays prison. Je vous ai déjà parlé de ça dans ma vidéo passée. La création, la fondation de l'Australie, c'est quoi? Les prisons en Grande-Bretagne étaient pleines. Car il y avait la misère, trop de criminalité. Il n'y avait plus d'endroit où mettre les prisonniers. Les rois de la Grande-Bretagne ont décidé de prendre les prisonniers, de les mettre sur les bateaux pour aller les jeter dans la partie australe, à côté de l'Afrique, dans la forêt. C'est-à-dire, si on te jette là, tu survis, tu es chanceux. Si tu meurs, tué par les indigènes, les bêtes féroces, c'est ton problème. C'est comme ça qu'on a commencé à peupler une terre qu'on a appelée Australie par après. C'est le pays des voleurs, des criminels. Les fondateurs de l'Australie moderne, ce sont les criminels de l'Europe, spécialement de la Grande-Bretagne, les prisonniers. Ils se sont débrouillés, ils ont fait des routes, ils ont créé beaucoup de choses. Et les rois et les reines qui avaient besoin des impôts ont envoyé leurs représentants là-bas. Ils ont vu qu'il y a des richesses. Que ces gens qui sont là paieront des impôts à la couronne britannique. Même ceux qui ont fui l'Europe, dont la majorité étaient des anglophones, en arrivant sur une terre, l'Amérique vierge, qui était continent vierge. Quand ceux qui sont restés au pouvoir en Angleterre, en Grande-Bretagne, ont entendu que vos frères qui ont réussi à traverser l'océan sans mourir, ils ont commencé une bonne vie et sont en train de prospérer. Le roi a envoyé encore ces gens pour venir les gérer même de l'autre côté de l'océan, de leur faire payer des impôts. Il a envoyé beaucoup de militaires britanniques qui s'habillaient en rouge, les militaires du roi. Traversez là-bas, allez vous organiser là-bas, allez gérer ces gens-là même de l'autre côté de l'océan. Ainsi, il y avait des guerres. Nous avons fui parce que vous nous avez fait souffrir en Europe, en général, et puis en Grande-Bretagne en particulier. Nous sommes venus ici, nous avons commencé à nous débrouiller dans toute la liberté. Vous voyez que nous sommes en train de prospérer et le même roi nous envoie encore des militaires et des gens pour créer une administration afin de nous gérer. Non, ça ne peut pas avoir lieu. Ils ont commencé à s'organiser de ce côté. Il y avait les gens venant de beaucoup d'endroits. Allemagne, France, Espagne, Portugal, beaucoup de gens. Les Néerlandais, donc, les gens du Pays-Bas, les Hollandais, tout le monde était là. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on commence à parler anglais? C'est parce que la majorité des fouillards, la majorité des ngoundistes, des réfugiés qui étaient tabassés dans leur pays, c'était des anglophones, des Anglais. Ils ont traversé, ils ont fui, ils sont arrivés de l'autre côté de l'océan, ils ont érigé des conglomérations qu'on a appelées plus tard des colonies, qui étaient au nombre de 13. Les autres qui parlaient français, allemand, hollandais, d'autres petites langues d'Europe, ils n'étaient pas moins nombreux. Beaucoup de réfugiés, des fouillards, des exilés venaient de l'Angleterre et de la Grande-Bretagne. C'est pour cela que l'anglais a été comme la langue qui dominait. Ils ont commencé à s'organiser et beaucoup de savants qui voulaient la liberté en Europe, voyant que le système était dans les mains des dictateurs, les gens de mauvaise foi, ont décidé aussi de fuir volontairement. Ainsi, le côté Amérique s'est tourné en côté de l'espoir, de la liberté, de la démocratie, de la lumière. L'Europe est restée dans les ténèbres. Vous voyez comment Dieu a béni ce côté. C'est devenu maintenant une puissance qui commande même les pays qui sont restés en Europe.
C'est comme ça. Donc si vous cherchez la paix, la liberté, l'honnêteté, Dieu va vous bénir. Partout où vous allez partir, vous aurez toujours raison. Ce à quoi vous allez toucher, ça va prospérer. Ce à quoi les Européens qui ont fui la misère, souffrance, dictature en Europe, ils sont venus ici. Dieu a entendu leurs prières, leurs pleurs. Ils ont prospéré de ce côté. Ils sont devenus une super puissance, plus que ceux qui sont restés de l'autre côté en Europe. C'est une leçon que nous devons apprendre, nous tous. Ainsi, ceux qui sont restés en Europe, les rois fainéants, dictateurs, se sont réunis, jaloux, ayant les nouvelles de l'autre côté de l'océan, que ces gens qui ont fui là-bas sont mieux que nous maintenant. Là-bas, la terre n'appartenait à personne. Il y avait les gens d'une peau rouge comme ça, trop nombreux là. Là, tu peux aller voir une grande parcelle. Il y a la forêt, la nourriture, l'espace, de l'or même. C'est beau, trop de richesses. C'est vrai ça. Même ceux qui étaient dictateurs là-bas, démissionnaient, fuyaient. Aux nouvelles seulement que ceux qui, nos frères, nos parents qui ont fui, qui sont de l'autre côté, sont très bien. Ils mangent bien. Là, il n'y a pas de loi. Tu peux couper une parcelle là-bas. Tu peux avoir même beaucoup d'hectares pour toi-même. C'est vrai. Là, tu travailles, c'est pour toi-même. Tu ne travailles pas pour le roi, le duc, le baron. Là, il n'y a pas d'impôt. Vous travaillez pour vous-même. Tout le monde maintenant fouillé. C'est comme ça que l'Europe s'est vidée petit à petit. Ils sont venus ici. Mais les rois qui sont restés là-bas, ils ont vu qu'ils étaient maintenant fainéants. Ils n'avaient plus trop de sujets sur qui commander. Ils se sont réunis. Envoyons les armées de l'autre côté de l'océan pour payer, faire payer les impôts à ces gens-là. Ce sont toujours nos sujets. Et amener les impôts ici. Et l'armée, spécialement de l'Angleterre, a commencé à traverser l'océan. Ils sont venus s'imposer de l'autre côté. Comment a-t-on commencé à appeler cet endroit Amérique? C'est un Italien qui, le premier, dans ses voyages, faisait le tour du monde. Il était passé par ici. Dans ses carnets là-bas, il a dessiné les continents, les terres, il a positionné une très grande partie des terres de l'autre côté là-bas. Il y a les gens qui ont une peau là-bas un peu rougeâtre. Cet Italien là-bas s'appelait Amerigo Vespucci. Il est retourné en Europe. C'est lui qui a fait connaître que de l'autre côté de la Grande Eau, ça vous prendra même 3 mois pour traverser avec vos bateaux à voile. Il y a une terre là-bas, là où il y a des gens d'une autre morphologie, qui ont un peu une peau rouge, qui parlent des langues là que vous ne pouvez pas comprendre. Comme c'était lui le premier à venir découvrir cette histoire, il a mis ça dans ses carnets. Et tout le monde, pour avoir une idée de cette terre qui était de l'autre côté de la Grande Eau, lisait les carnets de cet Italien là-bas, qui s'appelait Amerigo Vespucci. Et ainsi il disait, nous voulons savoir ce qui se passe de l'autre côté, dans le pays là-bas d'Amerigo. Cet Amerigo là-bas avait écrit, donnez-nous les carnets d'Amerigo. Donc on a baptisé ça, c'est devenu comme une terre de monsieur Amerigo. Amerigo. L'appellation a changé là-bas. On a seulement, je ne sais pas, fait lapsus de langue. Amerigo est devenu America. America. C'est comme ça on a donné le nom à ce monsieur-là. Christophe Colomb n'était pas le premier à venir découvrir l'Amérique, c'est des mensonges. Christophe Colomb aussi voulait voyager pour aller en Inde. L'Inde, là, les Indiens et les Pakistanais que vous avez chez vous, là. Lui, il voulait s'en aller là-bas. Alors, il y avait un vent très grand qui a bousculé, donc, comment est-ce qu'on appelait? Sa caravelle. Une succession de bateaux là-bas, 3, 4, tout ça. Il allait comme ça, un grand vent l'a détourné. Au lieu d'aller en Inde, de New Delhi, il s'est retrouvé aussi de ce côté. Perdu.
Beaucoup de ces bateaux étaient endommagés. Ils ont navigué un tout petit peu, se sont retrouvés au bord, sur des plages. Ils sont sortis là-bas, perdus. Alors ils ont vu des gens là-bas avec des cheveux soyeux, là-bas, des visages aquilins, un teint rouge, qui parlaient des langues là-bas qui ne s'entendaient pas. Ils sont venus les saluer là-bas. C'est ainsi que Christophe Colomb est entré en contact avec les peaux rouges. Ils sont restés là-bas. Lui aussi a commencé à prendre des notes. Il est retourné dire que de l'autre côté, il y a des gens accueillants qui nous ont bien accueillis. Et c'est une terre fantastique, c'est un paradis. Il y a beaucoup d'arbres, des vallées, des montagnes, des ruisseaux même, des fleuves. J'ai voyagé dans une partie là-bas. Non, 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 non. Si vous rêvez du paradis, il faut aller là-bas. Ainsi, Christophe Colomb est retourné en Europe. C'est lui qui a maintenant donné une idée claire à cette terre-là, de l'autre côté de l'océan Atlantique. Comme la misère s'est multipliée en Europe, parmi les terres que les Européens ont calculées, là il fallait aller chercher le bonheur. Le paradis de Christophe Colomb, c'est où? Et d'Amerigo Vespucci, c'est là. Ils ont pris l'océan. Ils sont arrivés ici. Le premier était arrivé à un endroit qu'on appelle Plymouth. C'est dans l'état de Maine. On les a bien accueillis. Ils étaient arrivés presque en hiver. Ils mouraient de froid. Les Indiens pauvres les ont bien accueillis. Vous connaissez la suite. Et c'est les mêmes Blancs qu'on a accueillis qui ont commencé à tuer les Indiens peaux rouges par après. Pour leur arracher la terre. Voilà l'hospitalité. Il faut faire attention à qui tu accueilles. Un étranger, un voisin que tu accueilles, s'il vient voir que là-bas il y a du cobalt, du cuivre, manganèse, il va chercher. Maintenant, si tu es Yuma, comme au Katanga là-bas, vous allez vous retrouver dans la situation des Indiens peaux rouges qui avaient accueilli les Européens très bien. Les Européens commencent à faire des calculs. Ça, c'est une terre très riche, plus que l'Europe. Ils avaient maintenant l'intention de s'approprier cette terre-là. Comme ils étaient en avance par rapport aux Indiens peaux rouges qui étaient un peu en retard par rapport à la technologie. Les Blancs venant de l'Europe avaient des poupous. Ils connaissaient la technologie, les fusils à feu. Ils étaient en avant, même s'il y a guerre. Les Indiens avec leurs flèches, lances, ils n'avaient rien foutre. Eux avaient des fusils. Ils allaient les tuer en masse. Ils ont mis en place tout un système. Jusqu'au jour où ils se sont décidés. Commençons maintenant à nous approprier la terre. Et ce qui a motivé les Européens à vouloir s'approprier la terre des Indiens, c'était quoi? Les richesses. Ils sont arrivés à des endroits là-bas, ils ont vu au sol des graviers qui brillaient d'une couleur jaunâtre à des endroits. Ils ont dit, c'est de l'or ou quoi? Ça ressemble à l'or. Ils ont commencé à causer, ils ont dit, non, ce n'est pas de l'or. Si c'était de l'or, ces peaux rouges allaient savoir que c'est de l'or. Ils n'allaient pas laisser ça sur la terre comme ça. Ils allaient s'approprier cela depuis longtemps. Comme c'est encore là. Donc ce n'est pas de l'or. Ils se sont approchés là-bas, ils ont touché ça, ils ont dit, mais c'est de l'or! C'est de l'or! Ces gens sont des imbéciles. C'est ce qui a aussi motivé l'instinct de vouloir maintenant s'approprier ces terres là-bas, bousculer les peaux rouges, les effacer. Donc, nous allons prendre cette terre. L'or est sur la terre comme ça, à des kilomètres, mais ces imbéciles ne savent pas que c'est de l'or. Prenons cette terre. Ils ont envoyé même des nouvelles en Europe. Ils écrivaient là-bas, les bateaux maintenant faisaient des navettes. Bateau qui va en Europe là-bas, amenez-nous des bêches, des techniciens, des ingénieurs européens là-bas qui n'ont pas de travail, qu'on fait souffrir par les rois, qu'ils viennent ici. Nous aurons du boulot ici. C'est comme ça qu'ils ont commencé à s'approprier la terre d'Amerigo Vespucci, l'Amérique. Ça a commencé comme dans des blagues. Et pour tuer les Indiens peaux rouges en masse, ils ont utilisé trop de systèmes. À part les armes à feu, il y avait des empoisonnements.
comme les Indiens vivaient d'une manière traditionnelle là-bas, les Blancs ont commandé beaucoup de couvertures venant d'Europe pour l'hiver. Les Indiens avaient des peaux de vaches là-bas qu'ils se couvraient. Les Européens ont voulu montrer que nous vous aimons, vous nous avez bien accueillis. Comme c'est l'hiver, nous sommes avancés en technologie. Nous faisons des habits chez nous en Europe. Ils ont commandé beaucoup de couvertures, beaucoup d'habits là-bas, venant sur les bateaux. Ils ont amené ça là-bas. Ils se battaient parfois avec les Indiens, parfois ils faisaient la paix là-bas, ils échangeaient par les gestes. À un moment donné, ils ont montré aux Indiens avec des gestes que nous sommes des frères, nous ne voulons pas la guerre. Vous voyez, nous avons des habits ici, des couvertures pour la neige, vous allez vous couvrir très bien. Les chefs coutumiers indiens, semblables à chef Kaponda, ils ont cru tout ce que les Indiens sont venus leur dire. Ils ont distribué des couvertures. Les Indiens ont pris, oh, ils étaient très bien. Ne sachant pas que ces couvertures-là étaient empoisonnées par une poudre là-bas. Ils ont commencé à mourir. L'homme blanc savait que ces couvertures sont empoisonnées. C'est comme ça qu'ils ont tué beaucoup d'Indiens peau rouge. Ils les ont enterrés dans des masses, dans des comment on appelle, mass grave, hein, de fosses communes. Ils se sont maintenant appropriés toute la partie est des États-Unis d'Amérique, au bord de l'océan Atlantique. Ils ont commencé maintenant l'aventure, quitter l'Est pour aller vers l'Ouest, conquérir le centre, même l'Ouest des États-Unis. Et l'ensemble de toutes les aventures que ces Européens ont commencé à faire pendant beaucoup de siècles, de l'Est vers l'Ouest des États-Unis. En allant vers l'Ouest, ils ont nommé ça western. C'est ce qui nous a donné la naissance de film West. Western, c'est quoi? C'est un film tourné sur une terre américaine à une époque là antérieure qui nous montre un aspect de la vie que des Européens ou bien des Indiens donc avaient quand ils forçaient maintenant, quittant l'Est des États-Unis pour foncer vers l'Ouest. Donc, c'est un film qui parle du mouvement des Américains, l'exode, comme les Cassins sont en train de venir aussi. L'exode des Européens de l'Est en masse pour dominer maintenant toute la terre américaine. Excusez, un inconnu qui m'appelle à partir du Congo, je ne sais pas son nom, un numéro là, plus 243. C'est comme ça. Western, le film western, c'est l'ensemble des films qui dépeint un aspect de la vie qui se faisait sur la terre américaine dans l'ancien temps. Donc quand il y avait interaction entre les Européens et les Indiens, dans leur bousculade, leur mouvement, quittant l'Est des États-Unis et fonçant pour conquérir l'Ouest des États-Unis. C'est ce qui a donné naissance à la littérature, film, tout qu'on appelait western. Et si tu lis les livres, tout ça, tu vas comprendre la naissance des villes. Comment l'homme blanc a commencé maintenant à inventer des villes. C'est très intéressant. Tu vas comprendre qu'à partir de gravier, à partir de rien, l'homme blanc est tellement intelligent. Quand vous les Africains, vous fouillez vos villages, vos terres, parce que vous avez faim, c'est l'idiotie. L'homme blanc peut arriver à un endroit là où il y a du gravier, un petit ruisseau seulement, de l'herbe quelque part là-bas, il va se débrouiller. Venez le revoir après 6 mois, 1 année, il va maîtriser la nature, il va manger même de l'herbe. L'homme blanc, il va manger tout, des racines là-bas pour survivre. Mais ça va ninja, c'est comme ça. La naissance des États-Unis. Alors, ce n'était pas encore les États-Unis en ce temps-là, avant que je ne finisse cette histoire. En bref, il y avait 13 colonies dominées par les anglophones, avec les autres petites colonies dominées par les blancs là qui parlaient français et d'autres langues d'Europe. Alors, on peut poser la question, comment est-ce que c'était devenu les États-Unis d'Amérique? Qu'est-ce qui a occasionné à ce que ces gens-là sont devenus par après les États-Unis d'Amérique? Les colonies ont été transformées en États.
comme l'homme blanc n'est pas idiot, n'est pas sauvage comme un Africain, ils ont commencé à vivre, ils ont commencé à se développer. Beaucoup d'ingénieurs maintenant fuyaient aussi l'Europe. Les professeurs venaient apprendre l'anglais aux enfants qui ont fui. Donc, l'Europe s'est vidée. Toutes les bonnes têtes de l'Europe ont entendu que le mouvement est à côté. Ils sont venus ici. Développement très rapide. Des bicoques, des faubourgs, c'est devenu des villes. Ils ont commencé à construire des villes. Ils ont amené la science européenne. Donc, des flammes là-bas, les lampes tempêtes, tout ça. La vie a commencé. Et les 13 colonies se sont transformées en 13 États. C'est le tout premier État. Ils étaient au nombre de 13, le long de l'océan Atlantique. La vie a commencé. Alors comment ces États-là se sont transformés en États-Unis? Vous voyez, unis, ils se sont unis. Si c'était des Noirs comme nous les Congolais, bien qu'on parle anglais, lingala dans beaucoup de colonies, comme les Congolais ont toujours été idiots et égoïstes, remarquez même à l'étranger. On allait commencer à vivre une vie de séparation totale, égoïsme. Chaque pasteur voudra faire son église. Chaque personne, ça fait 20 ans que nous sommes ici, hein. Ils n'allaient pas collaborer. Vos amis anglais, après avoir créé 13 colonies qui se sont développées, c'est devenu maintenant comme des pays, des États. Ayant les nouvelles de l'Amérique, les gens de l'autre côté, les rois d'Europe aussi ont dit, hey, ces gens-là se sont tellement développés. Leurs villes sont plus belles que les villes d'Europe. Ils ont envoyé encore beaucoup de militaires. Donc le rôle maintenant des rois fainéants d'Europe, c'était d'amener beaucoup de militaires pour mater les Anglais qui étaient de ce côté. Pour les gérer. Vous êtes ici. Vous fouillez l'Angleterre, vous traversez l'océan Atlantique, vous parvenez à construire des États de ce côté, mais les rois fainéants de l'Europe, y compris les rois des Anglais, entendaient dans leur tradition là-bas idiote, envoyer des militaires pour vous gérer de l'autre côté de l'océan et vous faire payer des impôts qu'ils allaient prendre par bateau pour aller nourrir les rois fainéants d'Europe. C'est là où la guerre a commencé. Nous avons goûté à la liberté de ce côté. Nous sommes vos frères, nous parlons anglais, mais nous raisonnons différemment. Nous n'allons pas payer les impôts. Ce que nous avons payé en Europe, ça suffit. De ce côté, nous sommes libres. Nous allons nous organiser selon notre entendement démocratique, la liberté d'expression, liberté de religion, toutes les libertés. C'est la liberté qui nous a envoyés ici. Nous allons nous battre pour cette liberté. Allez dire au roi, nous allons battre leurs militaires. La guerre a commencé. Les militaires du roi aussi venaient, ils accostaient au bord de l'océan, dans l'est des États-Unis. Ils entraient dans des forêts pour aller attaquer des villes de leurs frères. Et aussi on dit, nous n'allons pas nous laisser. Nous connaissons l'art de la guerre, nous avons des fusils. Pour se différencier des militaires des rois qui étaient en uniforme rouge. Eux ont inventé les uniformes bleus. Car ils connaissaient la science. Ils ont amené même la fabrication des tissus, des habits ici, en Amérique. Ainsi, il y avait deux groupes qui se battaient. Les militaires en bleu, c'était les militaires, donc les Anglais qui voulaient la liberté. Les militaires en rouge, c'était les militaires du roi, qui voulaient dominer ceux qui ont fui l'Angleterre de l'autre côté. Nous allons vous dominer même de l'autre côté de l'océan. La guerre a commencé. Les militaires en rouge ont tabassé. Les leaders maintenant de ces 13 colonies qui sont devenues les États par après ont compris une chose. Ils ont fait une réunion. Si nous nous unissons pas, ces gens vont nous battre. Unissons-nous pour les battre. Ils ont mis en commun une idée de prendre tous leurs milices. C'était le temps des milices. Il n'y avait pas d'armée classique en ce temps-là.
C'était des milices. C'est pour cela que même aux États-Unis, jusqu'à aujourd'hui, si vous ne le savez pas, la Constitution américaine accepte des milices. Lisez la Constitution américaine. Une milice bien contrôlée est encouragée aux États-Unis pour accompagner l'armée américaine à des endroits là où l'armée ne peut pas faire le job très bien. La Constitution américaine accepte la fabrication des milices. Moi, quand je dis là au Congo, au Katanga, faites des milices, tabassez vos politiciens. Vous allez me dire, non, les milices sont nécessaires. Très bien. Nous allons vous amener l'esprit des Américains. L'armée est ici, les milices sont à gauche, au Congo. Là où l'armée ne va pas, on vous infiltre par les milices pour vous tabasser. Comprenez pourquoi les Américains sont forts, hein? Très forts. Ils ont tous les moyens pour combattre l'ennemi, l'infiltrer et l'anéantir. Et la Constitution américaine autorise la fabrication des milices, mais que l'État doit contrôler. Point barre. Ils ont fabriqué une union. Les 13 mastas qui commandaient les 13 colonies, qui sont devenus 13 États, ils ont eu une réunion. Unissons nos forces de milices pour combattre ces gens-là. Ils se sont battus, ils ont gagné. Ils ont gagné, ils ont tabassé les militaires en rouge, les militaires du roi. Ils ont même fui, ils les ont jetés dans l'océan. C'est à partir de ce moment-là, pour célébrer leur victoire, ils se sont assis maintenant, et c'est de là qu'a jailli l'idée. Vous voyez l'expérience. Nous avons gagné ce combat, pourquoi? Parce que nous sommes unis. Nous avons uni nos forces. Et comme ces gens-là ne cesseront jamais de nous attaquer, alors, pourquoi ne pouvons-nous pas rester unis? C'était la naissance des États-Unis. Ils ont compris que tout ce que nous allons faire, bien que nous soyons libres, chaque État, chacun des 13 États, était commandé librement par des leaders qui ont créé ces États là-bas, des charismatiques. Ils ont compris pour les besoins de la guerre, ils se sont unis pour la guerre. Ils ont gagné facilement et se sont encore réunis. Notre union nous a aidés à tabasser les Européens. Pourquoi ne pouvons-nous pas rester unis? Et ça va nous pousser trop loin. C'est comme ça que les États-Unis qui sont sur la terre d'Amérique, ça a pris naissance. Ils ont compris que l'armée doit appartenir à la nation. Comprenez pourquoi? Même si vous faites ce que nous sommes en train de prôner au Congo, le fédéralisme, l'armée n'a jamais été étatique ou bien provinciale, non. On peut faire du Katanga État fédéral, Kassai État fédéral, Bas-Congo fédéral. Les polices peuvent être fédérales. Elles peuvent être étatiques, bien provinciales. Les Bas-Congolais auront leur police avec leur uniforme. Les Katangais avec leur police avec leur uniforme. Les Kassai avec leur police avec leur uniforme. Mais l'armée n'a jamais été provinciale. Faux. L'armée, c'est l'unité. L'armée doit être commandée à partir de la capitale. L'armée n'intervient jamais en désordre. C'est quand les polices des États, des provinces échouent qu'on va appeler Kinshasa. Il y a un leader là au Katanga qui veut profiter de son succès pour couper le Katanga illégalement. C'est quand vous verrez l'armée nationale venir de Kinshasa pour que Betaye, s'il va à l'encontre de la loi, tout sera établi là-bas. Il y a des mesures de garantie de protection. Ne croyez pas que le fédéralisme c'est le désordre, non. Vous donnez le pouvoir, 40% à Kinshasa, vous restez avec 60%. Pour vous unir, on vous donne aussi des lois. C'est lui qui va essayer de faire ça. Armée Betaye. L'armée appartient à tous. Dans l'armée, il y aura des Kassaïens, des Katangais, des Bas-Congolais en désordre. Alors, Bas-Congo, tabasser ce gouverneur-là, il veut faire la rébellion, la sécession. Armée de Koya. On met de l'ordre, on vous impose des élections, vous votez un nouveau gouverneur de cette province-là, ou bien un autre gouverneur de cet État. C'est comme ça. Il y a de l'ordre partout. Donc c'est un peu ça, une leçon de morale.
Mais avant d'entamer le sujet qui nous parle de la réconciliation katangaise que moi je suis en train de voir d'un autre œil, je me suis posé la question, est-ce la réconciliation katangaise ou bien la réconciliation entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi? Je vais commenter selon ce que les gens m'ont écrit. Mais avant d'arriver là-bas, n'oubliez pas, je vous ai parlé de la crise qui est en train de se passer au Lualaba. Beaucoup de gens ont aimé cela, ils ont applaudi. La raison, la preuve, c'est que la vidéo n'a qu'un seul jour. La très longue vidéo de 8 heures du temps que j'ai faite en Swahili, un seul jour, 12 000 vues. Les gens sont en train de regarder ça, donc j'ai expliqué facilement. Ils m'ont écrit que Aigle de Colosie, tu nous as fait comprendre ce qui est en train de se passer au Congo, plus spécialement au Lualaba, en Kiswahili très simple. Même les mamans qui vendent au marché à Colosie m'ont écrit, papa, on a tout fait comprendre les membres à Fifi Masuka, Mouyej, Félix Silombo, la mafia qui se fait au Lualaba. Papa, tu nous as ouvert les yeux. Continue souvent à faire des vidéos en Swahili. J'ai dit oui. Je vais commencer à voir que après avoir parlé français 3-4 fois, une vidéo en Swahili pour vous faire comprendre toutes les péripéties qui entourent votre vie politique au Congo en général et au Katanga en particulier et dans n'importe quel coin du Congo, là où il y a la crise, selon l'information. Donc, comprenez ce que je vous ai dit. C'est très clair. Pour ceux qui m'ont écrit au bas de cette vidéo en Swahili, que frère, Rosolo va bien, mais biso Swahili, toka kangote. Atushikake ki Swahili, les autres étaient déçus de voir que les gens étaient en train de s'entre-arracher cette vidéo là-bas. Ça fait 12 000 vues en 24 heures, en un seul jour. Maintenant, les gens se demandent, vous allez kolobanini. Il y a kitoko boy batumazo linga vidéo, mais biso vous allez comprendre te. En bref, je parlais de la crise au Lualaba. Je parlais comment Fifi Masuka est là-bas illégalement. En ce sens que la hiérarchie de Kinshasa a forcé le gouverneur du Lualaba Mouyej. Ils l'ont poussé vers la sortie. Comme d'ailleurs, ils l'ont fait avec d'autres provinces, là au Congo. On peut vous parler du Tanganyika, Olomami, Congo central, c'est le Batete là-bas, je ne sais pas. Il y avait la même crise. C'est lui de PES qui a créé ça en donnant des mallettes d'argent à des députés de province pour les susciter à faire des motions afin de faire tomber des gouverneurs sans raison valable. Oui, c'est dans leur guerre entre Tshilombo et Joseph Kabila, c'est-à-dire entre Cash et FCC. Et après avoir trahi Vital Kamerhe, Cash, c'est comme si Cash est mort. Parce que Cash, c'est-à-dire Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, ils ont piégé Vital Kamerhe. Il faut faire attention quand vous traitez avec les Tshisekedistes, les gens de l'UDPS. Ce sont des malins. Ils ne sont jamais là-bas pour les autres Congolais. Quand vous traitez avec ces gens-là, faites attention. Ils vous appelleront s'ils ont besoin de vous. Pour vous utiliser, vous piéger et vous jeter. Vous pressez comme du citron et vous jetez. C'est ça qu'ils ont fait aux Kivusiens. À Vital Kamerhe en particulier. Moi, je l'avais dit à certains Kivusiens. Faites attention quand vous traitez avec les Kassaïens. Ils vont tout faire pour vous encercler comme des loups-garous. Vous dévorez, vous abaissez, vous piétinez et passez. Les gens avaient oublié. Il y a des Kivusiens qui vont appeler. Ah, Aigle, yo, moi, je les connais très bien. Ne fais pas la politique avec un Kassaïen. Dans ma esprit à la Bible. Lukuta. Lukuta, Lukuta. Ces gens-là n'ont pas de pudeur. Ils n'ont pas l'histoire de Jésus, c'est vous. Tu traites avec eux,
ils vont te faire tomber, te manger sans pitié. Vital Kamerhe se croyait trop malin devant les Kassaïens. Pacificateur, regarde tout mon coach. Ils sont allés à Kenya, Nairobi, vous connaissez l'histoire. C'est Joseph Kabila Vital Kamerhe, le précurseur de Cash. Cash, c'est quoi? C'est la fabrication du PPRD. Parmi beaucoup de petits partis politiques satellites que le PPRD a fabriqué, il y avait quoi? Il y avait Cash. On a fabriqué ça au Kenya, Nairobi, dans l'enceinte de l'ambassade de la RDC, là où ils sont allés maintenant se partager l'argent avec le grand frère de Denis Nyakero. C'était toujours dans le même endroit. C'est Kabila qui a sponsorisé tout. Ils ont créé Cash avec Vital Kamerhe. Ils se sont décidés que c'est Tshilombo qui va faire le premier tour. En tant que président, quand il va finir, moi, Vital Kamerhe, ça sera mon tour. C'est-à-dire après 5 ans, Tshilombo ne doit postuler à rien. Il doit descendre et laisser maintenant l'UNC prendre la candidature à la présidence en 2023. L'UDPS doit reculer maintenant pour supporter l'UNC. De la même manière que l'UNC vous a supporté, vous les gens de l'UDPS, pendant les 5 premières années qui vont finir d'ici peu. Vous aussi, vous devez accepter de vous rabaisser, de laisser les gens de l'UNC briguer la présidence dans votre cash, supporter l'UNC et avancer. Les Kassaïens étant trop malins diaboliquement, ont voulu utiliser Vital Kamerhe. Ils l'ont piégé. Ils ont tous volé l'argent. Mais Tshilombo a utilisé sa casquette présidentielle pour se mettre à l'écart et jeter tout sur la tête de Vital Kamerhe. Et Vital Kamerhe était orgueilleux. La plus grave erreur de Vital Kamerhe, c'est de penser que ce qu'il faisait là-bas, c'était dans un film. Il se croyait trop malin, plus malin que les Kassaïens. Bon, Mugande na connecta Gibango na Raïs Kabila, na Kenya Nairobi, Ngana Swahili, le président là-bas, Uhuru Kenyatta Mastanabiso. Tshilombo Yuma, Bisondo Temema qui est un. C'est pourquoi Vital Kamerhe était sûr. Il croyait qu'il va continuer à gérer les Kassaïens jusqu'à la fin. Faux, papa. Jusqu'à ce qu'il a commencé à voir que les choses étaient sérieuses. Hein? Lui, il prenait que c'est de la blague. On l'accuse, on l'amène au tribunal, les a la blague, les a théâtre, et qu'aussi, il s'est rendu compte avec un grand retard que ces gens sont sérieux. Basa Kotiayo Libanda Yamasano. C'est le nom de Vital Kamerhe qui est sali maintenant. Or, Vital a volé avec Tshilombo. Tout ce que Vital ferait avec le directeur de cabinet, c'était avec l'aval, la recommandation, l'accord du président de la République. Comme ça. Avant de signer quelque chose pour voler l'argent. Pourquoi Vital Kamerhe avait le courage? C'est parce que ça venait du commandant suprême, le numéro 1 de la République, Moïbi Tshilombo. C'est pourquoi Vital Kamerhe croyait que volons ensemble, il va me protéger dans Mastanae. Mais s'est retrouvé à un moment donné, les conseillers kassaïens se sont retournés là-bas, les Marcelin Bilomba, tout le monde disait que Fachi est bien, Vital Kamerhe veut induire Fachi en erreur, donc Fachi a Maboko Pembe, Mouyébi, Caméléon, Vital Kamerhe voyait maintenant, il commençait à se rendre compte de la réalité, la douloureuse réalité, avec retard. Beaucoup de Kivusiens m'ont appelé, Aigle, j'ai dit, moi Mbadjouak. Chichak Badjouak. Avant de regretter. Ces gens-là vont vous croquer sans même regretter. Et Vital Kamerhe s'est retrouvé dans une sorte de quoi? Un engrenage là-bas duquel il a maintenant du mal à sortir. Et on n'entend plus parler de cash. C'est comme ça que Tshilombo et les 1001 conseillers kassaïens ont broyé cash lentement. Pour créer l'union sacrée pour la nation qui est devenue maintenant la propriété privée de Félix lui-même.
Donc regardez maintenant, tout le monde là-bas, les gens de l'UDPS, les tribalos là-bas, on ne parle plus de cash. Or, Tshilombo est entré à la présidence sur le ticket de cash. Mais lui, dans ses calculs machiavéliques, a tout fait pour détruire cash et de créer son propre mouvement. Donc, au moment où nous sommes en train de parler, sans le vouloir ni le savoir, Cash est déjà mort. Parce que vous-même, vous n'en parlez plus. Vous nous jurez aujourd'hui que par l'union sacrée pour la nation. C'est comme ça. Vital Kamerhe et Libanda Massa. Tshilombo est là. Il cherche maintenant un autre mandat. Les Kivusiens dribblés là-bas. L'UNC dribblé. Parce qu'ils sont allés dans cette histoire avec les Kassaïens comme des Tintins. Comme des Tintins. Ils pensaient qu'ils ont filmé. Ils ont filmé, film animé, dessin animé. Ils sont de Bazar Sek et puis tout ça. C'est pourquoi moi je vous dis, vous ne connaissez pas la politique. Dans la politique, il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de Coran, il n'y a pas de pitié. Il y a des accords, vous devez rester dans les accords. Tu quittes les accords, nous n'allons pas nous entendre, je t'interpelle dès la première minute. À la télévision, pas de secret. Nous discutons, je te fais pression. Tu refuses, je te donne un délai. Nous allons marcher tout à Biarritz. Et les Kivusiens nous ont prouvé que ce sont des naïfs. Les gens de Vital Kamerhe, très naïfs. On a affaibli Vital Kamerhe, pourquoi? Il est donc submergé par des sommes vertigineuses de millions, qu'il volait avec Tshilombo. Mais en fin de compte, on l'a exposé lui seulement. Tshilombo en tant que président, il lui disait, moi je vais te couvrir. Je suis chef, je vais te protéger. Signe ça. Vital signait. En cas de problème, le commandant se prend sur le président. On va t'amener où? Ngande Bosse à Congo. Signe là-bas, voler, faites ça, caché. Pour moi, c'est autant. Pour toi, ils ont volé ensemble. Mais quand vous lisez le jugement, en aucun endroit, Tshilombo a signé. Parce qu'il le faisait verbalement. C'est le nom de Vital Kamerhe qui se promenait de gauche à gauche, de bouche à oreille. Kamerhe. Kamerhe a voulu nous dire, tout ce que je faisais, je le faisais d'un commun accord avec le chef de l'État. Qui l'a entendu? Personne. Le seul juge qui comprenait cette histoire et qui voulait rétablir la vérité a été empoisonné par l'UDPS. Ainsi, c'est resté comme ça. Je vous rappelle comment l'UDPS, utilisant l'astuce, la malignité, dans sa tradition de violation de tous les accords possibles, ils ont commencé à créer leur propre mouvement, tout en trahissant tous ceux qui ont étalé le tapis rouge pour faire de Tshilombo ce qu'il est aujourd'hui. Vital Kamerhe, Libanda Massa. Joseph Kabila, qui a appelé Tshilombo à Kingakati dans sa ferme. Regardez aujourd'hui. Tout le monde parlait de Joseph Kabila en bien. Augustin Kabouya, Joseph Kabila, Atali, parti politique, Nino, Salim Bazour et Bélé en opposition. Le président Kabila, Atali, a montré qu'il y a des sérieuses. Après, c'est au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas assez pour vous faire comprendre que personne qui va au pouvoir la ferme, ils n'ont pas gagné ça eux-mêmes, consciemment, inconsciemment, ils nous disent la vérité. C'était une surprise pour beaucoup de Kassaïens, partout au monde, la présidente de Tshilombo. Beaucoup d'audios, si vous les avez entendus et bien gardés, ils ont dit Kabila Wama, mais Kabila c'est notre frère, Kabila Zalaka Rwandete.
Kabila Zande Konabiso, Kabila Zande Konabiso, Assali Biso honneur. Tozana honneur maintenant, Moulouba comme président Congo. Contrairement à tout ce que les Belges disaient là-bas, ah, en tout cas, Kabila, Kabila. C'est le passé, il y a 3 ans. Maintenant, regardez aujourd'hui. Kabila est retourné encore dans sa rwandosité. Il est redevenu rwandais. C'est-à-dire, Kabila leur a donné facilement. Ils se sont agenouillés. On m'a promis des choses, des preuves. Je parlais avec quelqu'un qui a dit, Aigle, les preuves sont là, nous n'allons pas te les donner aujourd'hui. Ça va créer un grand scandale. J'ai dit, donnez-moi, je vais montrer ça. Il a dit, non, nous en avons. Attendez, nous sommes en train d'attendre les gens de l'UDPS. À un moment donné, nous allons vous envoyer des vidéos. Vous allez voir Maman Marthe à genoux chez Kabila. À genoux, Maman Marthe. En train de parler dans son lingala là-bas de Chiluba. Toto, Nzambe a pambolayo, papa Kabila. Au sein de Bissobiloga, il y a Malamu. Parce que même Maman Marthe, Tshisekedi, il ne croyait pas que Tshisekedi allait devenir président. Il croyait que Kabila allait faire de Tshisekedi le premier ministre. Kabila allait s'accrocher au pouvoir et appeler Tshisekedi à la première ministre Nae Poba Fanda. N'assistez-moi. Mais tu l'as été surpris là-bas. Papa, c'est toi qui seras président. Maman Marthe. Oh maman, on l'a appelé. Oh maman. Papa, Nzambe. Amenez-le. Maman Marthe est entrée chez Kabila comme ça, à genoux directement. Pas. Tata, Toksala, Nintokoloba, Nini, Namunogoni, Tata, Nabiso, Tata, Zamba, Pambola, yo, Zamba, Pambola, yo, Zamba, Pambola, yo. Oh, Kabila, en genoux. Maman Marthe commence à pleurer. On leur a dit, nous me la mouché. Donc, maman était dépassée. Si l'on va commencer à suer là-bas, elle a même versé les larmes. Tout est enregistré sur vidéo avec parole. Ça existe. Quelqu'un a dit, Aigle de Colosie, je vais te donner la vidéo un jour pour que tu puisses montrer ça à la nation congolaise. Nous sommes en train d'aller lentement avec ces gens. Moi j'ai dit, je vois qu'ils sont en train de vous dribbler maintenant sur tous les plans. Ils nous ont dit, nous ne sommes pas des idiots aussi. J'ai dit, attention, faites attention. Hein. Faites attention. Ils sont en train de vous manger l'avance. Ils disent, non, nous savons ce qu'ils sont en train de faire tous. C'est comme ça. Vital Kamerhe, pas à genoux. Joseph Kabila, ils sont allés même chercher Mike Hammer. Ils ont fait appel à la CIA, FBI là-bas pour gronder les gens du FCC. Ils ont contrebalancé le FCC. Ils ont créé l'Union sacrée pour la nation. Ils ont corrompu beaucoup de députés. Ils ont appelé Moïse Katumbi pour venir les aider. Moïse Katumbi a donné une grande partie de ses députés. Quand Moïse Katumbi a fini le boulot, ils l'ont mis dans un coin. Il est redevenu zambien, italien, Okomona, Okozonga, na Congo, la loi du père et de la mère. Tous. Et Moïse Katumbi est dans la faiblesse. Ils l'ont attiré pour lui faire signer des accords. Moïse Katumbi a signé dans l'Union sacrée pour la nation. Tout ce qu'il a signé, nous sommes au courant. Nous n'allons pas tout vous dire. Il n'a pas signé une seule signature. Il y a eu des signatures. Maintenant, Moïse Katumbi est coincé. Comment est-ce qu'il est coincé? Il a envie de devenir candidat à la présidence. C'est une répétition. Mais aussi longtemps qu'il est dans l'Union sacrée, il doit accompagner Tshilombo en 2023. Avant de se prononcer, de dire quoi que ce soit, il ferait mieux de quitter l'Union sacrée pour la nation. Il y a eu une pression la fois passée, venant de l'Ensemble pour la République. C'est une répétition. Moïse Katumbi a fait des consultations qui n'ont jamais eu une réponse, une conclusion claire, nette, publiée. On ne nous a rien montré jusque-là. C'est-à-dire, selon mon entendement, il est toujours membre de l'Union sacrée.
il va accompagner Tshilombo qui sera candidat à la présidence en 2023. S'il désobéit, il y aura un grand problème. Un accord. Il est déjà coincé. Qui encore a accompagné Tshilombo? François Beya, le monsieur des services secrets. Car dans la ferme de Kingakati, il était parmi les cerveaux moteurs. Un monsieur qui connaît tous les secrets donc souterrains de l'État. Les relations entre Joseph Kabila, Kagame, Museveni, tous, c'est ce François Beya là. C'est lui qui a préparé le terrain pour Tshilombo, non pas seulement pour le Congo démocratique, mais pour leurs alliés stratégiques dans la région des Grands Lacs, même au-delà. C'est ce François Beya. L'homme qui connaît aussi, comme il connaît beaucoup de choses, et que Tshilombo veut toujours être présenté comme Maboko Pembe, veut nous imposer donc une histoire qui dira plus tard qu'il a gagné les élections. Comprenez pourquoi Tshilombo est en train de vouloir effacer tous ceux qui l'ont accompagné dans la mafia ou bien qui étaient témoins dans cette mafia. C'est ainsi qu'il s'est réveillé un matin pour nous dire que François Beya voulait le tuer. Et François Beya a été aussi piégé, comme Moïse Katumbi piégé, Vital Kamerhe piégé, Joseph Kabila piégé. Et la série de pièges continue. C'est ainsi. Il y a un article qu'on a écrit sur François Beya. Et je vais vous lire. Qu'est-ce que cet article nous dit? Tant que j'ajuste mon laptop. Ok, lisons un peu. Africa Intelligence. L'arrestation de François Beya suscite un malaise de Washington à Kigali. L'influent ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer, d'ordinaire prudent quant à toute critique du gouvernement de Félix Tshisekedi, a pris ces dernières semaines une position ferme en privé avec Jean-Hervé Mbelu Biocha, le nouveau chef de la direction nationale du pays, agence de renseignement ANR. La pomme de discorde entre les deux hommes porte sur les circonstances qui ont conduit à l'arrestation le 5 février de cette année 2022 de l'ancien haut conseiller à la sécurité du président François Beya, qui est depuis détenu par les services de sécurité. À ce jour, les raisons de son arrestation restent floues. Les autorités ont largement accusé Beya d'avoir porté atteinte à la sécurité de l'État dans une déclaration lue à la télévision, mais son sort continue de susciter des interrogations. Mike Hammer, comme d'autres diplomates occidentaux à Kinshasa, soupçonne que Beya a été victime d'un coup monté. L'influent ambassadeur américain, le parrain de Tshilombo, nommé Mike Hammer, comme beaucoup de diplomates dans la capitale du Congo, Kinshasa, tous sont en train de soupçonner jusqu'à aujourd'hui que ce François Beya-là a été victime d'un coup monté. Des rumeurs d'une querelle impliquant le conseiller privé du président, Fortuna Bisselele, également connu sous le nom de Bifor, ont circulé et les diplomates craignent que l'arrestation de Beya n'ait durement ébranlé l'appareil sécuritaire de la RDC. Donc, attendez-vous à des chocs retours. Et de ces actes-là, quand vous les posez, surtout sur le plan de la sécurité présidentielle, c'est aller. Attendez-vous à un choc retour. Fortuna Bisselele est soupçonné être à la base, au milieu de ce coup.
Et Fortuna Bisselele, c'est l'homme de Kagame. C'est un Kassaïen Moulouba. Pion de Kagame depuis longtemps. Donc, il y a une sorte de tampon contre le sentiment anti-rwandais. L'inquiétude est particulière au Rwanda aussi, où Beya serait proche du général Joseph Nzabamwita, maître espion du président Kagame. François Beya est un ami proche d'un général rwandais nommé Nzabamwita Joseph, qui est l'espion en chef du président Paul Kagame. L'article continue nous disant, en effet, ces liens ont joué un rôle clé dans le rapprochement entre Tshisekedi et son homologue rwandais au début de son mandat. Si Tshisekedi s'est approché de Paul Kagame, il y a des gens qui ont joué un grand rôle, dont le François Beya, avec le général rwandais Joseph Nzabamwita. Donc, l'article continue. Kigali appréciait Beya, qui servait de tampon utile contre le sentiment anti-rwandais qui prévaut encore dans l'administration congolaise. Vous comprenez? Dans les bureaux du Congo, même nous dans les rues, nous ne sommes pas pour les Rwandais. Nous ne détestons pas les Rwandais. Nous détestons le régime rwandais de Paul Kagame. C'est le régime en question qui nous crée des problèmes. Et c'est lui qui aidait à ce que ce sentiment anti-rwandais puisse être temporisé. Même dans les bureaux là de Kinshasa, même les Kassaïens entre eux là, Fachi, ils oublient que leur pouvoir, un morceau de ce pouvoir, pas même pouvoir, c'est une présidence, est venu de Kigali. Il a fallu que là, dans la région des Grands Lacs, que Kigali dise yes, que Kampala dise yes, Joseph Kabila yes, avec leur service secret. Vous avez trouvé qui? Chilombo. C'était le portrait de quelqu'un qui allait les servir sans condition convenablement. Et le François Beya a pris part à toutes les discussions de l'ombre. Quand même Félix Tshisekedi ne savait rien, ni sa maman Marthe. Parmi les gens qui ont décidé qu'il faut maintenant aller alimenter, informer l'enfant d'Étienne Tshisekedi de venir, François Beya était là. Et Tshisekedi est allé à la présidence. Bifor Bisselele, connaissant aussi le Rwanda très bien dans ses circuits, voulant régner, a vu en François Beya un concurrent, un banda, un quelqu'un qui le gênait là-bas. Et c'est Bifor Bisselele, c'est Fortuna Bisselele, je veux dire, qu'on appelle Bifor, qui est à la base de ce faux coup. Le coup dont m'avaient parlé certains militaires quand je vous disais qu'attention, l'un de ces 4 matins, ils vont créer un faux coup d'État au Congo. Il y avait fuite d'informations déjà. Qui allait engager seulement les gens de l'UDPS. Entre eux. Ça, c'est une histoire, ce qu'on appelle en français, c'est la cuisine interne. C'est l'histoire des Kassaïens entre eux. Parce que c'est François, ben c'est un Kassaïen. Fortuna Bisselele, c'est un Kassaïen. À la toute petite différence, sauf imprévu ou bien erreur, il y a maintenant à l'intérieur de la Kassaïanité les gens du Kasaï oriental et Kasaï occidental. Le Bifor Bisselele, appartenant au Kasaï oriental, qui est le Kasaï de Chilombo, ne supportait pas la présence et la puissance d'un autre Kassaïen, mais appartenant
à la partie occidentale, qui est devenue aujourd'hui, je ne sais pas, centrale, blablabla, bla, mais nous avons les deux blocs, oriental et occidental. Il faut comprendre cette histoire de cette façon-là. C'est-à-dire quoi? Il y a Kasaï et Kasaï. Quand vous nous dites Bakasaï, 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 c'est une façon de dire. Mais dans leur kassaïanité là, ils sont en train de se battre aussi sous la table, de se donner des coups bas. C'est-à-dire quoi? Les Kassaïens de l'Orient, du Kasaï oriental, veulent balayer tous les Kassaïens du Kasaï occidental. C'est-à-dire, il y a même le tribalisme dans leur tribu. C'est comme ça que cette histoire s'est faite. Ainsi, Kigali appréciait Beya, qui servait de tampon utile contre le sentiment anti-rwandais qui prévaut encore dans l'administration congolaise. Ah, je comprends maintenant. C'est-à-dire quoi? Même chez eux là-bas, parmi les 1001 conseillers de Chilombo, qui sont en majorité des Kassaïens, ils n'aiment pas les Rwandais. Même s'ils collaborent, tout ça, ils n'aiment pas les Rwandais. Ils sont en train de jouer leur hypocrisie. Les Rwandais, ils sont les maîtres hypocrites. C'est ça la réalité. Mais celui qui temporisait ce sentiment anti-rwandais, selon l'article, c'est François Beya. Qui leur disait soyez calme. Parce que François Beya a yébi que les gens de Chilombo sont des fous. Un pouvoir, pas même un pouvoir, une présidence qu'on leur a donnée gratuitement et dans lequel le Rwanda a sa main. S'ils vont vite en besogne, blablabla, bla, ils risquent de payer gros. Car ils ne connaissent pas tous les tenants et les aboutissants. Ils ne connaissent pas toutes les chambres qui font le grand labyrinthe et toutes les dédales. Hein? Les couloirs cachés là-bas. Là où se trouve je ne sais qui. Les gens de l'UDPS ne savent pas. Mais François connaît le danger de jouer ce jeu-là que Bifor Bisselel est venu jouer en créant le faux coup d'État pour piéger François Beya. Et beaucoup de diplomates occidentaux, là à Kinshasa, sont maintenant inquiets. Bisselel, qui a traité des affaires impliquant le Rwanda et la RDC dans le passé, n'est pas aussi populaire que Beya auprès du régime Kagame. Bien qu'il ait été formé par les services de sécurité rwandais au début des années 2000, Kigali considère Bifor comme un peu fiable et lui reproche son rôle dans l'intervention de l'armée ougandaise contre la milice des forces démocratiques alliées ADF liées aux islamistes fin 2021. Si Chilombo est en train de faire des erreurs aujourd'hui, c'est à cause de ce Bifor, Fortuna Bisselel, qui, au début des années 2000, comme le dit l'article, a été formé par les services de sécurité du Rwanda. Donc ce Fortuna Bisselel est là. C'est un rwandophile aussi. Il a été formé au Rwanda. Il connaît le Rwanda très bien. Il peut parler même le Kinyarwanda. Sauf vérification, sauf contraire. Il peut même avoir une femme rwandaise aussi. S'il peut une femme, même certaines de ses copines. Il y a eu une sorte de rivalité. Si vous comprenez très bien, François Beya, connaissant le terrain, voulait à ce qu'on puisse garder le Rwanda comme donc, un partenaire fort. Mais Fortuna Bisselel, se concurrençant à François Beya, voulait tourner le dos contre le Rwanda d'une manière gentille pour embrasser maintenant l'Ouganda. Et c'est lui qui a conseillé Chilombo à faire entrer les Ougandais au Congo en leur donnant même beaucoup de marchés. C'est Fortuna Bisselel.
Donc c'est ce que l'article nous dit. Donc Kagame n'est pas content de voir que l'administration Tshilombo, qui traite avec lui, traite au même moment avec M. Museveni. Et ils ont autorisé aux forces ougandaises d'entrer au Congo. L'article continue disant « Nous comprenons qu'entre février et mars de cette année 2022, le Rwanda a envoyé un émissaire dans la capitale congolaise pour s'enquérir de Beya et, plus largement, de la coopération sécuritaire entre les deux pays. L'émissaire a contacté une ambassade européenne à ce sujet et a demandé que cette information soit transmise au président congolais Félix Tshilombo. Selon une source sécuritaire contactée par Africa Intelligence, cette manœuvre n'était pas du goût de Tshisekedi, qui voyait la preuve que son ancien conseiller était trop proche du Rwanda. Un émissaire venant du Rwanda, entre février et mars, a été envoyé à Kinshasa pour chercher à savoir ce qui est en train d'advenir au flic François Beya. Ils se sont parlé là-bas et cet émissaire de Kagame s'est expliqué, a parlé à des journaux des autres pays, expliquant pourquoi il était allé au Congo. On nous dit qu'il était allé s'enquérir de la situation sur l'état de santé ou bien l'état dans lequel se trouve, l'état général dans lequel se trouve François Beya. Et une autre source, ou bien la même source, continue en disant que Félix Tshilombo n'était pas content de voir cet émissaire rwandais venir au Congo pour demander comment allait François Beya. Tshilombo a trouvé ça que non. Comment les Rwandais doivent venir demander, se poser des questions sur l'état de santé de Beya. Donc c'est aussi une preuve que Beya est trop rapproché, est trop proche de Kagame. Alors on continue. Je suis arrivé où? Voyez un peu. Ok. La situation a renforcé le manque de confiance entre les deux pays. La RDC soupçonnant son voisin de soutenir sournoisement le groupe rebelle congolais M23. Selon Kagame, maintenant, le régime Tshilombo est en train de soupçonner que c'est Kagame qui soutient le M23. Entre-temps, Kagame aussi est en train de soupçonner que c'est le même Tshilombo qui soutient les ADF Nalu. Un pont entre Touadéra et Tshisekedi. Voilà. Quand d'autres pays africains avaient envoyé des émissaires à Kinshasa, non, quand d'autres pays africains aient envoyé des émissaires à Kinshasa, est révélateur du rôle central joué par Beya dans les affaires sécuritaires de la région. Le Congo voisin, le Congo-Brazzaville et le Togo, qui ont envoyé, et le Togo qui a envoyé son ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara à Kinshasa, se sont renseignés sur l'affaire. Le chef du renseignement congolais de Brazzaville, Jean-Dominique Okemba, appelé JDO, est réputé très proche de Beya aussi. Vous voyez, beaucoup de barbouzes, beaucoup de flics dans la région des Grands Lacs sont les amis de Beya. Ils ne sont pas amis à Fortuna Bisselele. Et ils sont en train de voir comment là, le régime Tshilombo est en train de jouer ses jeux. Les deux hommes se sont rencontrés lorsque Beya était à la tête de la Direction générale des migrations sous Joseph Kabila, AI, donc le 10 février 2022. Ils se sont rencontrés. Depuis son agression
Et depuis son arrestation, JDO s'est rendu plusieurs fois à Kinshasa pour discuter de l'affaire. Donc, l'émissaire du président, comment est-ce qu'il s'appelle, Denis Sassou, il s'est rendu aussi plusieurs fois à Kinshasa pour vraiment savoir ce qui est en train d'advenir à François Beya. Début mai, sa femme est également venue en personne dans la capitale de la RDC pour rendre visite à Beya dans sa cellule de la prison de Makala. La République centrafricaine a également envoyé un représentant à Kinshasa pour discuter de Beya toujours, qui a servi d'intermédiaire entre Touadéra et Tshisekedi à plusieurs reprises. Si Félix Tshisekedi est entré en contact facilement avec M. Touadéra, qui est le président de la République centrafricaine, c'est grâce à François Beya. C'est pour cela qu'il y a des émissaires venant même du Congo-Brazza et de la République centrafricaine. Donc comprenez, la partie ouest du Congo et nord est inquiète. Ils ne reprochent rien à Beya, c'est leur type, ils l'ont connu, ils se sont entraidés. Plus loin, malgré le rapprochement sur les questions sécuritaires initiées entre Paris et Kinshasa en 2019, la France s'est montrée très critique à l'égard de l'arrestation du maître espion. Même la France n'est pas contente de l'arrestation de François Beya. Beya était en contact régulier avec l'Agence française de renseignement extérieur, la DGSE. Et Paris voit dans son éloignement une preuve supplémentaire de l'isolement et de la dépendance de Tshisekedi vis-à-vis de son entourage, dont certains membres réclamaient le départ de Beya, départ pour plusieurs mois. Malgré tout cela, une visite à Kinshasa du président français nouvellement réélu Emmanuel Macron reste une possibilité dans les mois à venir. Donc même la France n'est pas contente de l'arrestation de Beya, qui a joué un très grand rôle pour rapprocher la République démocratique du Congo avec certains pays et échanger des informations sécuritaires. Et la mise à l'écart de François Beya, selon l'article dans son dernier paragraphe, on nous dit quoi? Ça montre clairement que Félix Tshilombo n'est pas maître de l'appareil sécuritaire. Il n'est pas maître de sa présidence. Il dépend trop au sentiment de ses conseillers. Même les petites guerres que les conseillers de Tshilombo se font là-bas, ils se détestent, ils s'entre-détestent, ils induisent Tshilombo en erreur. Et Tshilombo est tombé du côté de Fortuna Bisselele. Pourquoi? Parce que Bisselele est de Mbujimaï et Beya est de Kananga. Déjà, il y a une très grande fissure. Si vous suivez même les commentaires dans les vidéos, vous allez comprendre. C'est aussi un point sur lequel un faucon de la politique du Congo peut capituler, donc bien capitaliser pour affaiblir les Kassaïens. Moi, si je faisais la politique du Congo, l'histoire des Kassaïens au Katanga en masse, ils sont en train de faire les milices, tout ça. Je vais utiliser les Kassaïens de Kananga pour tabasser les Kassaïens de Mbujimaï, nous aider à aller. C'est la politique. Les amis de nos amis sont nos amis. Les ennemis de nos amis sont nos ennemis. Les amis de nos ennemis sont quoi? Sont nos ennemis aussi. Je vous ai déjà montré la carte du Kasaï oriental. Ce n'est pas la première fois que moi je le dis. Donc vous voyez que malgré les nouveaux articles que même les étrangers américains écrivent, ça me donne toujours raison. J'avais parlé de cette histoire un jour. J'ai dit, cette histoire qu'on est en train de faire au Katanga, la politique, ce n'est pas la pitié. Qu'on ne te parle pas, oh Jésus, Jésus, puis nous allons parler après. Il faut avoir
la stratégie de discuter en position de force. Tu ne peux jamais accepter d'aller à une table de négociation, même à l'intérieur du Congo, ou bien à l'extérieur du Congo, si tu es dans une position de faiblesse. Tu passes ton temps. Quand on commence à pleurer là-bas, tu vas maintenant imposer, rencontrons-nous à Lubumbashi. Ils seront là vite. Tu vas imposer ton agenda. Je vous donne 6 mois. Retirez les Wewa. Si vous ne le retirez pas, je vais tabasser encore. Ils vont pleurer, dire toutes des histoires. Jésus viendra. Allez avec votre Jésus là. Vous allez balayer l'espace. C'est comme ça qu'on fait la politique. Donc il faut connaître les points forts et faibles de quelqu'un avant de l'attaquer. Donc je viens de vous révéler Katanga. Si vous avez des politiciens intelligents du côté de Katanga, le Grand Kasaï est fissuré déjà. Capitaliser sur les Kassaïens de Kananga là-bas. Travailler avec eux. Et le Kasaï central est grand. C'est pourquoi j'ai cherché la carte. Je ne sais pas là où j'ai jeté ça moi aussi. Trop d'histoires sur la table. Je voulais vous montrer la carte pour montrer le Kasaï de Tshisekedi. C'est une petite boule comme ça. Il n'y a rien. C'est pour cela même qu'ils sont en train de fuir chez eux. C'est-à-dire, même s'ils disent qu'il y a guerre aujourd'hui, oh, ils ne vont pas gagner cette guerre. Ils ne vont pas gagner cette guerre. Le Katanga, c'est un pays, c'est une province-pays. Nous avons des débouchés sortis par l'Angola, sortis par la Zambie. Nous avons le fleuve Congo chez nous. On a trop de moyens d'asphyxier les Kassaïens. Après avoir créé des alliances avec les Kassaïens, de nouveau Lomami, c'est les Kabinde et les Kanyok. Les Kanyok aussi n'aiment jamais les Kassaïens de Mbujimai. Ils sont dans des conflits là-bas de Mweneditu et quoi, Ngandajik, qui sont les terres des Kanyok, dont les Kassaïens de Mbujimai sont en train d'occuper là-bas illégalement, de s'imposer là-bas. Ils ont changé même Mweneditu en Mweneditu, Ngandajik en Ngandajika. Et ce conflit existe toujours. Un bon politicien katangais, créer des alliances avec des Kanyoka et des Kabinda. Bah, vous prenez le Lomami. Paf. Allez à Kananga, Kasaï central, créer des alliances avec des chefs coutumiers du Kasaï central, avec des politiciens influents là-bas. Bah, on a picavé déjà. Allez à Sankourou là-bas, chez les Batete là, créer des alliances. Bah, on a encerclé Pakati. On a fongé la couloir. Tous les Wewa, quittez le Bombashi, retournez chez vous maintenant. Vous allez voir Bataria. Ceux qui vont vous tabasser, ce n'est plus nous les Katangais. Les gens de l'Omami, Batami, Pika Fimbo. Moi, je ne sais pas quand vous prenez la Kyria, vous prenez la Makilele, vous prenez la Katanga Sasa. Nous les Kabinda n'avons pas de problème à Katanga, nous les Kabinda. Nous les Kanyok, on n'a pas de problème à Katanga, seulement vous. Ils vont nous aider. Ils sont trop moins nombreux, les gens de Mbujimai. Trop moins nombreux. Et c'est eux qui ont la grande bouche. Stratégie politique. Je ne vais pas tout vous révéler, moi. Appelez-moi dans la sécurité du Katanga. Une réunion d'une semaine. Ils vont fuir. Un mois, c'est beaucoup. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus. La politique, c'est quoi? C'est un art de tisser des alliances circonstancielles. Dans la politique, les alliances ne sont pas éternelles. Les alliances se font et se défont selon les besoins de la cause. Point barre. Tu me sers, je te paye. Les Kassaïens de Kananga, on vous paye. Les Kassaïens de Lomami, on vous paye. Des gens de Sankourou, aidez-nous, on vous paye. Pour le faire retourner en Mbujimai, on va funga ça me le papa. Tu vas piquer club. Les gens de Lomami ne vont pas les laisser sortir. Donc, si vous quittez là-bas votre Kasaï oriental, vous n'allez pas traverser Lomami. C'est fini. Bananza Konfi, si tu Katanga Funika. Tu n'as pas dit pas Lomami, Moubaban va te piquer Tambouk. Et beaucoup de Kassaïens
de Mbujimaï, ils ne peuvent jamais arriver au Katanga sans passer par le Lomami. Même chez eux, le train là-bas, chez eux c'est la brousse. Et la majorité d'entre eux sont au Lomami, pas au Lomami du Katanga. Au Katanga, on a le Lomami. Au Kasaï, dans l'ancien Kasaï oriental, on a le Lomami. Du côté du Katanga, on a le Lomami. Je ne parle pas du Lomami de Balwakat. Je parle du Lomami de Kabinda et de Kanyok, qui ne s'entendent d'ailleurs pas très bien avec les Kassans de Mbujimaï. Car les Kassans de Mbujimaï se sont accaparés des terres de Kanyok, dont le Ngandajika dont on vous parle là-bas, c'est Ngandajik. Dans le Kikanyoka, le Mweneditu a été kassayanisé. Le véritable nom, ce n'est pas Mweneditu, c'est Mwendet. C'est un cours d'histoire que je peux vous donner. Donc, politique ni kitsch. Parfois, je ne peux pas te tabasser. Je vais utiliser ton frère. Mon appliquant m'appelle le pas. Moi, je paye seulement l'argent. Point barre. On peut faire les alliances politiques avec le Kasaï central, Lomami, Sankuru, les gens de Sankuru n'aiment pas les Kassaïens de l'oriental. Ils sont tellement orgueilleux, ils ne considèrent pas les Batétés là qu'ils sont civilisés. Nous vous donnons un devoir. Est-ce que vous allez bousculer les gens du Kasaï oriental pour nous? Oui, amenez-nous vos leaders à Lubumbashi, à l'hôtel Karaj. On fait un plan là-bas. Les Kasaïs de Kasaï oriental sont moins nombreux. Car leur Kasaï, c'est une petite boîte. On peut créer un mouvement. On met les trains là-bas en gare. On crée un mouvement. Les Kasaïs disent, la majorité des Kasaïs qui montent là-bas, ce sont les Kasaïs de Centrale, Sankuru, Lomami. Quand les autres là vont voir, Vanasa que toi tu as vendu, va t'apprendre dans la bobanelle. On fait une bonne politique, de bon voisinage. Maskia, la politique c'est Kabesa.